minutes. Plus que 30 minutes et on m'aura fait oublier toute cette histoire. Ce matin-là, je m'étais levé à 7 heures sans déjeuner. Les armoires à frigo étaient vides. Je m'étais lavé, rasé, habillé. Puis j'étais descendu chercher le courrier. Dans le hall de mon immeuble, il y avait du monde. Une flaque de vomi au pied de la porte d'entrée, 2 ou 3 000 mégots, une tonne de prospectus. Les boîtes aux lettres avaient subi pour la énième fois les assauts des zonards du coin. Mais la mienne avait survécu. Tu parles d'une chance. La première venait des établissements Michaud de la Porte, une fabrique d'outillage à laquelle j'avais envoyé un CV, une lettre de motivation pour un poste de manutentionnaire. Comme ils agrandissaient leurs ateliers, je tentais ma chance. J'attendais leur réponse depuis 7 jours. Mais croyez-moi, quand vous êtes au chômage depuis 6 mois, une semaine c'est long. C'est interminable. C'est comme attendre la venue au monde d'un enfant, le résultat d'un examen. C'est comme attendre 27 minutes et 15 secondes. Les autres courriers contenaient aussi des réponses de la part d'entreprises. Mais toutes le même discours. Nous sommes au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête. Il restait donc 2 courriers. Une ultime relance de l'office HLM pour loyer impayé et un message de ma banque. Votre compte bancaire étant à découvert de plus de 263 francs. Merci de prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers afin de régulariser votre situation au plus vite. L'argent! L'argent! Voilà la source de tous mes problèmes. C'est dommage de ne pas en avoir tenu compte dans mon dossier. Je crois plutôt qu'on n'a pas compris mon problème. On m'a dit, mais... Monsieur Decart, si vous étiez dans le besoin, pourquoi n'avez-vous pas voulu travailler? J'ai alors répondu, pourquoi le travail n'a pas voulu de moi, moi qui l'ai tant sollicité? Mon père a eu plus de chance. Lui, il avait un boulot fixe, avec un salaire qui tombait à chaque fin de mois. Parfois, il me montrait ses mains usées comme ça, et il disait, tu vois, petit, quand tu auras des mains comme ça, eh ben, tu pourras dire que tu es un homme. Mon père était boueur. Il balayait les ordures, il ramassait les poubelles. Qu'il pleuve, qu'il vente, il n'y a rien qui pouvait entamer son courage. Moi, j'étais fier de lui. Quand on allait au marché, samedi matin, il voyait un mendiant et il disait, mais qu'est-ce qui l'empêche de gagner sa croûte, celui-là? Hein? Mon père est mort quand j'avais 12 ans. De là où il est, il doit avoir honte de voir son fils en prison. Mon rôle, c'était de prendre soin de maman. De ne pas lui causer de soucis. Et j'ai pas été à la hauteur. L'école, ça n'a jamais été mon truc. Je croyais pas à ce qu'on nous apprenait. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Tu parles! Il y avait quand même une différence entre ma mère et la propriétaire de la maison où elle faisait le ménage. Moi, je voulais travailler. Pour offrir des voyages à ma mère. Pour acheter une voiture, une maison, me marier, avoir des enfants. Je voulais travailler. Mais sans diplôme, je trouvais que quelques petits boulots. Alors c'est vrai. C'est vrai que ça m'a foutu un coup quand j'ai ouvert le courrier. Parce que j'avais de l'espoir. C'est encore un échec. Un échec et un beau cadeau de fin d'année. Patrick Decart, bientôt clochard. Payer mes loyers, mais moi je demandais que ça. Mais avec quoi? Je suis tout de suite allé à la banque. Le conseiller me reçoit dans son bureau. Il est méprisant envers moi. Il ne me dit pas bonjour. Il est là dans son beau costume bleu, avec sa chemise blanche,
Et puis sa cravate bordeaux, ses beaux souliers vernis noirs. Et moi, j'ai l'air de quoi en face? Planté dans mon vieux jean et mes baskets. Alors, monsieur Decart, on vit au-dessus de ses moyens? Je vous ai pourtant prévenu, voilà déjà 2 mois. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit? Vous courez tout droit à la catastrophe. Visiblement, vous n'avez pas tenu compte de ma mise en garde. Et le résultat est là. Votre compte bancaire est à découvert de 267 francs et 59 centimes. Alors, monsieur Decart, qu'est-ce qu'il faut faire? La banque ne va pas pouvoir continuer à suivre votre compte dans ces conditions. Je compte sur vous pour rétablir la situation d'ici 8 jours. Et là, fermer son dossier. M'a regardé. C'est moi qui, par politesse, lui ai serré la main à ce prétentieux. Cet imbécile. Mais de quel droit il me parlait comme ça? Hein? J'avais plus 5 ans, je savais très bien qu'il fallait que je gagne de l'argent. Imbécile. Je suis sorti de là, j'étais plus rien, plus personne. J'étais humilié. Et c'est ce qui m'a rendu fou. Ce qui était la dernière des bêtises à faire était devenu pour moi une évidence. Il n'y avait qu'à. Il suffisait de. Il fallait de l'argent. Il n'avait qu'à le prendre là où il était. Il était à la banque. Il suffisait d'aller le chercher au guichet avec un fusil. J'ai pris le fusil de mon père. Je ne savais même pas comment il marchait. C'était juste pour faire peur. Je comptais entrer et exiger 10 000 francs et puis partir, disparaître, ni vu ni connu. Je voulais pas que ça se passe comme ça, je voulais pas. Je suis rentré dans la banque, le vigile a aussitôt tenté de me neutraliser. Et dans la bagarre, le coup est parti. C'est un accident. Je voulais pas que ça se passe comme ça. La détonation me plonge dans un état de léthargie. Je ne sens plus mes mains, mes jambes tremblent comme si je pesais 1 tonne. La sirène hurle. Autour, un mouchoir appuyé sur la bouche des femmes terrorisées sanglote. J'étouffe. Mes yeux ronds fixes, le jeune homme est allé dans une mare de sang. Il s'efforce de respirer. Respire. 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 Un silence de plomb envahit la pièce. La sirène se tait. Les bras des femmes tombent. Elles sont pétrifiées. Je suis incapable de faire le moindre geste, de prononcer la moindre parole. C'est fini. Je venais d'abattre d'une décharge dans le thorax Éric Leblanc. 26 ans, marié, père d'une petite fille de 3 ans. Bien entendu, j'ai eu droit à un procès dans une grande salle, avec beaucoup de monde. Des juges, des avocats, des jurés, des témoins, des proches de la victime, ma mère, des curieux et des journalistes. L'accusation me présenta comme un monstre sanguinaire, capable de tuer sans remords et qu'il fallait une peine juste et exemplaire. J'étais d'accord avec eux. Non pas sur les remords, qui me rongent depuis le drame, je regrette tellement ce que j'ai fait, mais sur le fait qu'il fallait que je paye lourdement ma dette envers les victimes. Le jour J était enfin arrivé. L'accusation était confiante, mais ma défense est inquiète. Ma mère et mes avocats se lancent des regards ponctués de sourires navrés. Les mêmes qu'on fait à la sortie de la chambre d'un malade en phase terminale. Dans le vacarme, il m'est difficile d'entendre les mots de mon avocat qui semble vouloir me rassurer. Les jurés s'installent. Le premier baisse la tête. Le second ne sait où poser les yeux.
Et le dernier se mordit les lèvres et se ronge les ongles. Je ne vais pas tarder à comprendre ce cirque. L'audience reprend. Le silence se fait et le président entame la lecture de l'arrêté de la cour. Accusé, levez-vous. À la question, Patrick Decart est-il coupable du meurtre de Éric Leblanc? Les jurés ont répondu oui. À la question, Patrick Decart était-il en possession de ses moyens au moment des faits? Les jurés ont répondu oui. À la question, existe-t-il la moindre circonstance atténuante en faveur de Patrick Decart? Les jurés ont répondu non. Et il a lu la sentence. J'ai été condamné à être guillotiné le 20 mai 1975 à minuit. Nous sommes le 20 mai 1975. Il est 23h45. Une peine exemplaire. C'est ma tête que l'avocat général voulait. Eh bien, bientôt il va la voir. On pas sur un plateau, non, mais dans un beau panier d'osier blanc. Et puis pourquoi lui en vouloir, après tout? Il a fait son boulot en transformant mon histoire comme il le fallait, pour plonger les jurés dans un état d'hypnose suffisamment profond pour qu'ils puissent dire « Ah oui, c'est bien de tuer un homme !» C'est une question bien trop complexe pour qu'on en demande la réponse. Un garagiste, un horticulteur, un chauffagiste, un pâtissier, un enseignant et 4 ménagères. Ça les dépasse obligatoirement. On ne leur a pas demandé s'ils étaient pour ou contre la peine de mort. On leur a demandé s'il fallait oui ou non exécuter un être humain, s'il fallait actionner concrètement la guillotine. On leur a demandé qui de la défense ou de l'accusation les avait convaincus. On leur a demandé l'issue idéale de ce procès. La vie ou la mort. Parce que j'estime être plus humain que ceux qui m'ont condamné. Retirer la vie, c'est dégueulasse. J'ai honte, je m'en veux. Contrairement à ceux qui trouvent cela juste et exemplaire. Mais de quoi ma disparition est-elle l'exemple? Dans quel état seront les jurés demain matin en lisant dans leur quotidien « Il est mort !» en découvrant un témoignage de ma mère, la pauvre, à qui je fais tant de peine? Ce soir à minuit, dans quel état seront-ils? Parmi les 9 jurés, combien auront désormais de la difficulté à se regarder dans une glace, rongés à jamais par cette question? Ai-je fait le bon choix? Un état de droit, un état de justice ne peut imposer un tel choix à ses citoyens. Nous ne sommes plus au temps des jeux du cirque où il fallait lever le pouce pour la vie et le baisser pour la mort. La vision de l'accusation était la suivante. Patrick Decart est un être solitaire, totalement renfermé sur lui-même. Il ne côtoie personne, ne fréquente aucun club de sport, ne parle pas avec les habitants de son immeuble, et contrairement à sa victime, il n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Malgré son jeune âge, il ne travaille pas. Il ne paye pas ses notes d'eau, d'électricité, de gaz, et se moque des conseils de l'établissement bancaire qui le suit. Il trouve des solutions simples aux problèmes qui se posent à lui. Patrick Decart doit payer une facture. Patrick Decart n'a pas d'argent. Patrick Decart ne la paye pas. Patrick Decart a besoin d'argent. Patrick Decart n'en trouve pas. Patrick Decart braque une banque.
Un brave agent de sécurité tente de l'en empêcher. Patrick Decard le tue. Par accident. Qui dans cette salle s'est déjà introduit dans une banque par accident, accompagné d'un fusil? Personne? Qui dans cette salle s'est déjà présenté au guichet d'un établissement bancaire par accident pour y retirer une somme d'argent sous la menace d'un fusil? Personne? Qui dans cette salle s'est déjà servi par accident d'un fusil pour tuer à bout portant un jeune homme innocent? Qui dans cette salle croit encore à la thèse de l'accident? Ma mère s'est levée et a répondu: moi, monsieur. La salle s'est alors mise à l'insulter. Et le pire, c'est qu'elle pleurait. Le président a décidé de suspendre l'audience. Et à la reprise, mon avocat a tenté d'expliquer le pourquoi de mon geste. Patrick Decard n'a pas connu beaucoup de joie. Il perd son père à l'âge de 12 ans et s'effondre sous son nouveau rôle d'homme de la maison. Sa mère est souvent absente, prise par son emploi de femme de ménage qui lui permet de subvenir à ses besoins. Vous m'étonnez, cher maître, lorsque vous dites qu'il ne travaille pas malgré son jeune âge. Car je croyais qu'un homme tel que vous, un homme que je qualifierais de cultivé, savait que notre pays traverse actuellement une période de chômage relativement rude, qui touche malheureusement toutes les tranches d'âge. Dans ces conditions, on peut facilement comprendre les difficultés que rencontre l'accusé pour payer ses différentes factures. J'ose espérer, chers confrères, que votre réquisitoire ne cherchez pas à démontrer que les victimes de cette crise, comme l'accusé, sont partisanes du moindre effort. Vous dites également qu'il ne fréquente aucun club de sport. C'est vrai. Il est bien sûr trop occupé par ses recherches d'emploi et ne possède pas les sommes nécessaires pour s'acquitter des cotisations. Il faut replacer les faits dans leur contexte. Patrick Decard est dans une situation de crise. Il ne trouve pas d'emploi, malgré de nombreuses recherches. Il vit très mal cette situation, se comparant souvent à son père, qui fut un citoyen français exemplaire. Il vit très mal cette situation. Les fêtes de fin d'année approchent, et il se voit refuser sa part de bonheur. Son état financier est catastrophique, et l'office HLM le menace d'expulsion. Dans ces moments-là, il est possible que l'on voit, à tort, une issue favorable dans certains actes désespérés, comme ce braquage, où, je le rappelle, il n'a jamais été question de faire couler la moindre goutte de sang. Patrick Decard représente une partie de sa génération. Solitude, désespoir et détresse. Et ce fut comme ça pendant des heures, pendant des jours. On parlait de moi, de ce que j'étais, de ce que je pensais. À ma place, je n'étais plus rien. Je n'étais qu'un fantôme. On jugeait mon acte et on cherchait un châtiment. La peine de mort. La peine de mort. Pourquoi faire? Pour dissuader? Pour éviter la récidive.
Dans ma folie meurtrière, je n'ai pas pensé un seul instant aux conséquences de mon acte. Sinon, je serais resté chez moi. Est-ce que je mérite la mort? La peine de mort, pour satisfaire l'opinion publique manipulée par les médias qui sont les premiers à réclamer ma tête. Je n'ai rencontré aucun journaliste. Et pourtant tous s'affairent jour et nuit à brosser mon portrait, celui d'un salaud que je serais capable moi-même de guillotiner. Se rendent-ils compte des conséquences de leur papier à sensation? La vie d'un homme n'est pas un fait divers sur lequel chacun peut s'exprimer après avoir pris quelques éléments de l'enquête. Ma mort, un exemple. Ma tête coupée, le monde sera-t-il meilleur? Serais-je meilleur? La femme ne sera plus veuve, l'enfant ne sera plus orpheline. La sentence est-elle juste pour les victimes? Vont-elles ressentir de la joie, de la satisfaction? Souhaite-t-elle être liée à un nouveau meurtre? Un meurtre avec préméditation, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Je suis responsable de tout ça aussi. La peine de mort, pour moi uniquement? Non. À l'énoncé du verdict, j'ai regardé ma mère dans la salle. Elle n'était plus qu'un spectre usé par ce procès. La sanction du condamné se partage avec ses proches, sa famille, ses amis. Ce matin, j'ai eu la visite de l'aumônier de la prison. Il a cru bon venir me soutenir un peu. Mon fils, confiez-vous. Confiez vos craintes avant de comparaître devant le Créateur. Mes craintes. Il n'avait pas dû lire la presse depuis bien longtemps, celui-là. Ma principale crainte, elle est là, elle est évidente. Elle est dressée dans la cour de la prison avec ses deux grands bras sombres et son expérience. Elle n'a jamais raté son coup. J'ai peur de souffrir. J'ai peur de mourir. Voilà tout. Mon fils, vous ne souffrirez pas, car tout ira très vite. C'est vrai? Vous êtes sûr? Certain. Alors dans ce cas, vous ne verriez aucun inconvénient à prendre ma place. Puis d'abord, qui vous l'a dit? À ce que je sache, aucun décapité ne s'est relevé à ramasser sa tête pour déclarer, même pas mal. Mais mon fils, je veux dire que tout cela ira très vite. Ça ne durera qu'un dixième de seconde. Un dixième de seconde. Cela fait des mois que je vis dans l'attente de mon exécution, que je me lève en sachant que mes jours sont comptés. C'est un très long dixième de seconde. Et puis pendant la chute du couperet, il s'en passe des choses. J'entends le son strident du biseau qui s'élance, puis la découpe commence. D'abord la peau sur toute la largeur de la nuque, la pénétration continue déchirant les muscles, sectionnant les nerfs, les artères, la lame fracasse les vertèbres qui se désolidarisent les unes des autres. La moelle épinière se retrouve à nu, le ciseau ouvre une large brèche dans les tubes respiratoires qui se gorgent de sang. L'air me manque, puis c'est le vide. Le rien. Ni pensée, ni sensation, ni douleur. Enfin, je suis mort. Dans le journal de ce matin, il y avait un article sur le rituel de la peine de mort. Il m'a glacé le sang. Avec ses termes médicaux, sa description de la besogne du médecin légiste, des pompes funèbres.
À l'heure qu'il est, j'ai déjà vécu les 3/4 de ces préparatifs. Il n'y a plus de doute, mon heure approche. On m'a fait savoir que plus rien ne pouvait arrêter le processus. Mon avocat m'a rendu une dernière visite. L'équipe des surveillants de ce matin m'ont salué. Chacun est resté à sa place. Mais inévitablement des liens secrets. Que voulez-vous? C'est humain. Et c'est probablement l'un de ces mêmes surveillants qui peu après minuit ira afficher le procès-verbal de l'exécution sur la porte de la prison qu'on transforme pour un jour en abattoir. Dans quelques minutes, la porte s'ouvrira. Et la dame en noir sera là, froide et fidèle au poste. Il y aura des gens navrés. Il y aura des gardes choisis pour leur aptitude à maintenir un condamné récalcitrant. Mais ils n'ont rien à craindre, moi je ne m'opposerai pas à eux. Il est juste temps de faire mes adieux à cette pièce frustrante, à ce lit. Et à toi. Petite araignée noire, si hideuse que tout scrime ta morsure. C'est pourtant si douce. Allez, danse. Danse. Danse une dernière fois. Danse. Danse.